On va rejoindre notre correspondant à Moscou, Jérôme Garraud, bonjour. On voit effectivement qu'en 10 ans, l'influence de la Russie n'a cessé de croître. Quelles sont encore les ambitions de Vladimir Poutine en Afrique ? Bonsoir, c'est quelque chose de très empirique, vous savez, c'est-à-dire que Vladimir Poutine ira jusqu'où il peut aller. Mais cette ambition africaine ici, elle se montre tous les ans lors du sommet Russie-Afrique qui se tient tantôt à Sotchi, tantôt à Saint-Pétersbourg. C'est une occasion à chaque fois de resserrer les liens avec les dirigeants des pays africains. D'ailleurs, on n'en parle pas très souvent, mais vous savez, malgré la guerre et depuis le début de la guerre, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a effectué plusieurs tournées sur le continent. Alors, au-delà des ressources stratégiques, Moscou lorgne sur le vote de ces pays à l'ONU pour essayer d'affermir ou plutôt d'alourdir son poids diplomatique, et c'est aussi vu comme un moyen de s'attaquer à la puissance de certains pays européens, notamment de la France, comme un moyen de réduire le précaré français en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Je vous rappelle qu'en juin dernier, Vladimir Poutine a pris la parole et en réponse aux livraisons d'armes occidentales à l'armée ukrainienne, il a annoncé que lui se réservait le droit de livrer des armes à des pays tiers qui s'en prennent aux intérêts américains ou européens à travers le monde. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on est vraiment, il faut avoir ça en tête pour qu'on comprenne qu'on est vraiment dans une logique d'affrontement indirect mais global partout sur la planète avec les Européens et les Américains. Affrontement global et indirect. On va retenir les mots. Merci beaucoup Jérôme. Encore une fois en direct de Moscou. Je le disais, la France part. Ça laisse la porte grande ouverte à la Russie ? Alors là, je pense qu'il faut vraiment nuancer. C'est pas un jeu à somme nulle. C'est pas les Russes qui s'engouffrent dans les espaces béants laissés par les Français. Ça n'a pas été totalement faux en République centrafricaine en 2016 au moment du démontage hâtif et bricolé de l'opération Sangaris. Et là, effectivement, il y a un effet d'aubaine dans lequel les Russes ont pu se glisser. Il ne faut pas imaginer que le Sénégal va demain faire allégeance pleine et entière à la Russie et au Kremlin. Ce n'est pas parce que Bassirou Diomaye Faye doit se rendre à Moscou en janvier prochain. Ce n'est pas parce que l'ambassadeur de Russie à Dakar, un certain Dimitri Kourakov, fait preuve d'un activisme frénétique, notamment pour placer de la maintenance et de la fourniture, par exemple, de Mi-17, ces hélicoptères assez anciens d'ailleurs, génération soviétique de transport de troupes, encore une fois, il faut imaginer tout d'un coup un Sénégal qui serait kremlinisé. Certainement pas. L'actuel exécutif sénégalais a compris tout l'intérêt qu'il y avait à diversifier les partenariats. C'est ça qui fait la richesse de sa posture géostratégique. Une seule phrase dans l'interview de France 2, et j'en resterai là. Il dit, passer la référence classique et protocolaire à la France qui reste un partenaire privilégié, le Sénégal est désormais plus offensif dans la conquête d'autres partenariats et une diversification. La France doit comprendre, là on nous fait la leçon, la France doit comprendre que l'environnement est devenu beaucoup plus concurrentiel. Il faut offrir plus et mieux dans le cadre d'appels d'offres ouverts qui vont dans l'intérêt du Sénégal. En gros, il donne là les clés et le mode d'emploi. Donc ce sont des pays qui sont extrêmement courtisés. Et pourquoi ils resteraient pieds et poings liés avec la France qui reste, elle, sur ses acquis finalement ? Alors, ils sont courtisés, mais ils sont aussi, en tout cas leur gouvernement, très dépendants de leurs opinions publiques. Et je pense qu'il est intéressant de souligner le fait que le courant majoritaire dans l'opinion aujourd'hui est celui du souverainisme, du patriotisme, du nationalisme. Absolument partout, y compris dans la société civile. C'est quelque chose d'extrêmement profond qui fait écho d'ailleurs à ce qu'on peut voir ailleurs dans le monde. Ça, c'est en France, par exemple, aux États-Unis, etc. Donc l'Afrique n'est pas du tout en dehors de ce type de dynamique. C'est très important de le dire. Dans certains pays, lorsqu'on a un passeport français, il faut le savoir, au Sahel, on ne peut plus y aller. On n'a plus de visa, on ne peut plus y aller. Ce n'est plus possible. Ah oui, depuis le retrait forcé, on ne peut plus aller dans ces pays-là. Donc il y a cette question de la réciprocité qui doit interroger. Pour ce qui concerne la présence russe, d'abord, elle n'est pas nouvelle partout. Ça, c'est très important de le souligner. En effet, Vincent parlait du cas de la République centrafricaine. À mon avis, c'est un cas assez à part, parce qu'en effet, les Russes y ont conquis une influence qu'ils n'avaient jamais eue historiquement.
En revanche, le Mali, dès 1960, a rompu avec l'ancienne puissance coloniale française pour sceller un partenariat qui a duré pendant une vingtaine d'années avec les soviétiques, avec les soviétiques et avec les anciennes républiques socialistes soviétiques. On parle très peu de ces pays d'Europe centrale, mais il faut savoir que la Russie, la Hongrie, excusez-moi, de Viktor Orban est extrêmement présente au Tchad, elle aussi. On regarde, à mon avis, trop des acteurs comme la Russie, la Chine, des acteurs comme toutes les puissances moyen-orientales, qu'il s'agisse de la Turquie, qu'il s'agisse d'Israël, qu'il s'agisse de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis d'un côté, qui s'opposent aussi sur le continent au Qatar, qui est médiateur dans de très nombreuses crises africaines, ou de l'Iran. Tous ces acteurs ont des stratégies extrêmement profondes vis-à-vis du continent. Et enfin, vraiment pour terminer, à propos de la Russie, l'Afrique, elle est bien sûr considérée comme une caisse de résonance aux Nations Unies, mais ça ne réussit pas forcément, puisque le continent majoritairement s'abstient. C'est très intéressant de voir les positions sur la crise ukrainienne ou sur le Proche-Orient. Ça, c'est fondamental. En revanche, ce qu'essaie apparemment de pousser la nouvelle doctrine militaire russe, c'est cette idée de majorité planétaire mondiale qui s'oppose à la vision occidentale. Et là, il y a une caisse de résonance en Afrique. Question naïve, pourquoi tant de convoitises? L'Afrique, c'est le continent de demain? C'est le continent d'aujourd'hui, et la première des richesses de ce continent, elle est d'abord humaine. Ce sont des personnes, des élites dans la quasi-totalité de ces pays qui connaissent très bien notre continent, nos continents. Je pense aux Amériques et je pense à l'Europe, aussi à l'Asie aussi dans une certaine mesure. Richesse en matière de ressources naturelles, ça n'est un secret pour personne. Le sol africain regorge de richesses. Moi, ce qui me semble apparaître, c'est un continent qui a pu être un terrain d'affrontement entre des blocs et différentes puissances, qui le reste aujourd'hui, mais qui a compris qu'il pouvait utiliser, instrumentaliser ces luttes entre ces différents blocs pour en sortir, j'allais dire, bénéficiaire. C'est-à-dire, comme ça a été très bien dit, ne pas remplacer, j'allais dire de manière pavlovienne, la France par les Russes, mais plutôt regarder ce qu'il y a au menu, que ce soit la Turquie, la Russie, la Chine, des puissances proches et moyen-orientales, ou d'ailleurs, on a oublié de nommer les Américains, qui sont également très présents sur place. Israël, ça a été c'est très intéressant. Et effectivement, instaurer et assumer des rapports de force aussi avec ces puissances. Je voulais juste partager avec vous une anecdote, puisque Mme Bagayoko parlait du dossier russo-ukrainien. J'ai eu la chance de pouvoir dialoguer récemment avec des collègues et confrères et consoeurs qui rentraient d'Ukraine, africains, à la fois d'Afrique francophone et anglophone, tanzaniens, camerounais, guinéens, ivoiriens, et qui m'expliquaient qu'ils avaient été très choqués par ce qui leur avait été proposé sur place par les Ukrainiens. Parce que l'initiative que souhaite pousser sur le continent africain l'Ukraine, c'est l'initiative Grain from Ukraine. Donc cette idée de dire, à cause des Russes, nous ne sommes pas en mesure de subvenir à vos besoins alimentaires. Et en fait, ce que m'ont expliqué ses collègues et ses consoeurs, ils leur ont dit, mais vous nous prenez pour qui? Pour des mendiants? Vous pensez qu'on a besoin de vous pour avoir du blé et du grain? Parlez-nous de partenariat. Parlez-nous de tech. On n'est pas un pays qui meurt de faim. Parlez-nous d'ingénierie. Non, si vous voulez, il ne nie pas qu'il y a des situations de sous-nutrition, d'indigence, de difficultés alimentaires par endroit, mais c'est pas le premier sujet pour ces personnes. Et donc on voit que sur notre continent, encore aujourd'hui, au sein d'élites européennes, les décideurs sont très mal conseillés sur la meilleure des manières d'entrer dans une relation de dialogue avec des partenaires africains. Ouais, et peut-être que du côté de la France, il y a certaines choses qu'on n'a pas vues non plus. Benjamin Roger est également en direct avec nous. Bonjour, journaliste au Monde. On voit que l'Afrique, alors pardon de parler comme ça, mais c'est une réalité, est un marché devenu extrêmement concurrentiel, extrêmement convoité. Quelle est la place de la Russie sur le continent? Elle est loin d'être hégémonique quand même. Elle est loin d'être hégémonique. Déjà, il faudrait commencer. Elle est historique, la place de la Russie. C'est-à-dire que au moment des indépendances, pendant plusieurs décennies,
L'URSS à l'époque a été une puissance qui a accompagné, soutenu beaucoup de mouvements de libération sur le continent et qui a été un partenaire clé pour plusieurs pays. Après tout ça, c'est un peu tassé au moment de la chute de l'URSS des années 90, début 2000. Et quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir au début des années 2000, à partir de la fin des années 2000, il a commencé à partir de 2010 à avoir une politique africaine un peu plus volontariste et qui s'est vraiment exprimée à partir de la fin des années 2010, où vraiment il y a une stratégie russe de regagner de l'influence sur le continent, de re-avancer ses pions, et ça s'est fait à travers divers instruments et notamment à travers le groupe Wagner. On le voit effectivement, la Russie, donc en fait, est présente sur le continent africain à travers différents canaux, dont Wagner. Effectivement, on a voulu aussi faire un point donc cet après-midi sur la présence de Wagner, parce qu'on en a beaucoup parlé en 2022 et une partie 2023. Et c'est vrai que depuis la mort de Yevgeny Prigojine, c'est un peu moins sous le feu des projecteurs. On en est où? Est-ce que déjà on parle toujours de Wagner ou plutôt maintenant d'Africa Corps qui a repris finalement les activités de Wagner sur place? Alors, c'est un grand débat parmi les gens qui suivent ces dossiers. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que Wagner, en tant que tel, en tant que groupe, n'existe plus vraiment parce que c'était largement porté par Yevgeny Prigojine, qui est donc mort en août 2023. Toutefois, le groupe, ses hommes, ses lieutenants sont toujours présents dans deux pays principaux, que sont les deux pays un peu historiques en Afrique francophone où le groupe était présent, c'est-à-dire que la République centrafricaine et le Mali, et aussi un peu dans une moindre mesure, même si c'est pas francophone, la Libye. Donc, en tout cas au Mali, en Centrafrique, c'est vraiment toujours un peu les mêmes réseaux de Wagner, les mêmes hommes qui sont là. Et dans d'autres pays, notamment au Burkina Faso, au Niger, au Tchad aussi dans une certaine mesure. Depuis la mort de Yevgeny Prigojine, Moscou continue à pousser pour un partenariat avec ces pays, et ça se fait notamment maintenant à travers, j'imagine que vous en avez parlé, à travers un dispositif qui est encadré par le ministère russe de la Défense qui s'appelle Africa Corps. Merci beaucoup Benjamin Roger d'avoir été en direct cet après-midi dans le grand dossier. Il y a Kadi aussi qui nous a rejoint pour nous en dire davantage, parce que effectivement Wagner semble en passe de gagner son pari en Afrique. La présence de la Russie sur le continent s'étend. Quels sont les États concernés, Kadi? Alors effectivement, vous l'avez un peu évoqué avec vos invités. Il y a un constat tout d'abord, Magali. Il y a 3 pays d'Afrique de l'Ouest qui ont tourné le dos à la France depuis 2020, qui sont passés sous un régime militaire, à coup de coup d'État. Il y a le Niger, donc le Mali et le Burkina Faso, donc qui se sont tournés depuis vers Moscou, clairement. Alors comment les Russes sont parvenus à étendre leur influence en Afrique? Alors on a évoqué à plusieurs reprises sur ce plateau la campagne de propagande, de désinformation, notamment avec ces méthodes très controversées via Forbidden Stories, on l'a évoqué ensemble. Le groupe Wagner, il est depuis longtemps un réseau très influent et il mène également des activités économiques avec comme finalité évidemment les intérêts du Kremlin. C'est la priorité évidemment. L'Afrique, c'est un enjeu d'autant plus important pour Vladimir Poutine qu'il avait placé Yevgeny Prigojine à la tête de cette mission qui a disparu mystérieusement, on s'en souvient. Donc dès qu'il a commencé à s'opposer ouvertement à Vladimir Poutine. Et comment les Russes ont réussi à séduire les Africains? Alors les visées russes sur l'Afrique ne datent pas d'hier. Et d'ailleurs, quelques semaines, rappelez-vous Magali, quelques mois même après le début de l'invasion de la Russie en Ukraine, Emmanuel Macron avait déjà lancé un avertissement depuis Cotonou. Il était justement aux côtés de son homologue béninois. Je parle dans un continent qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose. Même s'ils vous tiennent le discours inverse. Voilà, il savait de quoi il parlait, Emmanuel Macron. En tout cas, pour la République centrafricaine, c'était déjà de l'histoire ancienne, puisque depuis 2018, le pays a des rapports très étroits avec la Russie. Il y a eu un accord signé de sécurité officielle avec la Russie. N'oublions pas qu'il y a un aéroport militaire qui est en cours de développement pour devenir une plaque tournante pour la Russie sur le terrain. Les mercenaires de Wagner, ne l'oublions pas, protègent aussi le président Faustin Archange Touadéra. Ils soutiennent aussi les troupes gouvernementales pour maintenir le contrôle de la guerre civile qui est en cours. Rappelez-vous, il y a à peu près 2000 combattants qui seraient sur le terrain.
En échange de leurs services de sécurité, évidemment, le réseau Wagner exploite les mines d'or qui sont en Afrique. Ça ne vous aura pas échappé. L'équivalent de plus de 2 milliards d'euros. Regardez, 2,5 milliards extraits par la Russie depuis 2022 sur le continent africain. Et le groupe Wagner est également, nous l'oublions pas, un acteur actif dans le conflit en Libye, Magali. La Libye et la République centrafricaine qui sont des plaques tournantes des activités du groupe au Soudan. Un autre point central des activités, ça se situe aussi cette fois dans la région du Sahel. Des putschistes anti-occidentaux sont au pouvoir là-bas, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, des pays qui dépendent tous de l'aide russe. Et Vladimir Poutine avait réussi comme ça à rassurer les Africains. Regardez ce qu'il avait dit. Notre pays continuera à apporter un soutien total à nos amis africains dans différents secteurs. Ce qui est troublant, c'est que si la France a perdu largement du terrain, la propagande russe semble avoir très bien fonctionné. Si on s'en réfère justement au discours du ministre malien des Affaires étrangères qui nous disait, il n'y a pas si longtemps que ça, la Russie n'est pas une puissance coloniale et n'a jamais été une puissance coloniale. Abdoulaye Diop, qui le disait donc récemment, le ministre malien des Affaires étrangères. Effectivement, merci beaucoup Kadi. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que Wagner, anciennement Wagner, séduit encore en Afrique? Alors, d'abord, il est vrai que ça a été souligné, il ne s'agit pas d'une irruption de la Russie, mais d'un retour de l'ex-URSS. Et par exemple, vous avez des personnages qui ont refait surface dans des exécutifs, notamment sahéliens, et quand on gratte un peu leur cursus, qui ont par exemple, je pense à un chef de gouvernement du Mali qui vient d'être évincé d'ailleurs, qui a vécu plus d'une décennie en URSS et qui est diplômé de l'Institut de télécommunications de Moscou. Donc en quelque sorte, on a réactivé des réseaux dormants dans les circonstances qui viennent d'être dépeintes. Ensuite, l'intelligence politique de l'exécutif du Kremlin a été de ne pas trop forcer les choses. C'est-à-dire que le principe, c'était il faut mettre sous tutelle les actifs de Wagner en Afrique, mais sans tuer la poule aux œufs d'or. Ça veut dire que dans tel pays, on va effectivement bouleverser un peu la hiérarchie. Dans un autre, je pense à la République centrafricaine, vous avez le même personnage qui s'appelle Mitri Siti, qui était le grand Manitou de la relation avec d'autres, notamment russo-centrafricaine, et qui est toujours aux manettes aujourd'hui, qui dirige un truc qu'on appelle la Maison Russe. La Maison Russe, c'est un peu, si vous voulez, le levier d'influence locale. On en voit s'ouvrir un peu partout. Et dans d'autres circonstances, encore une fois, on va promouvoir d'autres personnages. Et puis, par rapport aux pays sahéliens et notamment à la prédation économique, là aussi, il n'y a pas d'homogénéité parfaite. Au Mali, on est beaucoup plus jaloux de sa souveraineté et notamment du maintien du contrôle sur les ressources aurifères du pays. Alors que dans d'autres nations, il y a eu carrément un troc. En gros, vous faites ce que vous voulez de nos gisements de diamants et d'or et en contrepartie, vous assurez la pérennité du régime. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu en fait une adaptation, je dois dire, il faut le reconnaître, assez habile des atouts, mais encore une fois, sans qu'il y ait eu un modèle homogène et massif appliqué partout de la même manière. Si je reviens à ma question d'origine, quand on parlait de la France qui est chassée d'Afrique, est-ce que c'est grave ou pas? Pour qui? Voilà, c'est exactement la question. J'attendais la question. Pour la France, pas forcément. La France, à mon avis, doit s'interroger sur la réalité de ses intérêts en Afrique. C'est un travail qui, à mon sens, n'a toujours pas été fait. C'est-à-dire que la France est restée pendant 10 ans au Sahel, engagée. Elle n'y avait quasiment pas d'intérêt économique, très peu de ressortissants. Il y a évidemment beaucoup de théories complotistes qui estiment que la France était là pour s'approprier les ressources en or, en uranium, etc. Ce qui est faux. La France, à mon avis, a surtout défendu au Sahel le rang qu'elle entend tenir sur la scène internationale, et c'est ça qu'elle a perdu.